Bonjour Lou, Salut. bienvenue sur InPower. Merci. Je suis ravie de t'accueillir. Je te disais, j'ai regardé ton TED Talk en plus en préparant cet épisode et ça m'a donné plein d'idées, plein de questions, d'éveil, j'ai envie de dire. Donc j'ai hâte qu'on échange ensemble. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Du coup, moi, c'est Lou, de son nom Trottignon. Je sais pas. Je me présente apparemment comme un Troisième seigneur. du nom, genre. Ouais, troisième du nom. Exactement, troisième du nom, cela dit. Lou Trottignon, je suis humoriste et aussi une personne trans. J'aime bien préciser le « et aussi », sinon on dit humoriste trans et ça veut rien dire. Et je suis une personne trans non-binaire, ce qui veut dire que personne ne comprend ce que je suis. Et moi non plus. Et c'est ça que j'aime bien. J'allais dire, mais au moins toi, tu te comprends, c'est ça le principal, et t'as ruiné ma chute, quoi. Non, vraiment, je suis contente de ne pas me comprendre à 100%. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? J'aime beaucoup voir mes amis, vraiment. Ça, c'est vraiment ce que je fais dès que j'ai du temps. Et un truc un peu plus honteux, c'est comme ça que j'ai su que j'étais trans, je pense. Je joue énormément aux jeux vidéo. Ok. Ouais, je suis un garçon manqué, mais que chez moi. Ok. Et pourquoi t'as honte de ça? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Enfin, en tout cas, quand j'étais au lycée ou au collège, c'est quelque chose que je faisais beaucoup parce que quand t'es une personne queer, tu vis beaucoup de harcèlement. Queer, Ouais, dis quoi, définissons. Hein, ouais. Définissons, allons-y, ouais, attends, mais c'est maintenant. Masterclass. Queer, du coup, ça fait partie des identités LGBT. Et c'est vraiment un mot qui dit on ne se définit pas trop, mais juste on est en dehors de la norme. Et c'est aussi un terme politique. C'est-à-dire que tu politises ton identité. Tu peux être lesbienne et pas politiser ton identité. Et moi, je suis une personne trans et je décide de politiser mon identité. C'est très, très lié à ça. Mais globalement, c'est les personnes qui sont en dehors des normes de genre et de sexualité et qui ne trouvent pas d'autres mots pour les définir que queer. Queer, ça veut dire bizarre. C'est vrai, ça veut dire bizarre. C'était une insulte dans les années... Oh là là, je suis trans, mais pas historien. Mais enfin, en tout cas, c'était une insulte beaucoup utilisée en Angleterre. C'était genre, dès que t'étais un mec un peu efféminé, c'est genre « Oh, you queer ». Et en fait, c'est vraiment un truc spécifique des communautés minoritaires de se réapproprier des insultes. Mais dans le féminisme aussi, tu as le fait d'écrire un livre qui s'appelle « La salopétique ». C'est reprendre les insultes pour en faire quelque chose d'une fierté, quoi. Ouais. Et dire, vous nous insultez? Très bien. Et on va s'appeler comme ça aussi, mais on va le rendre positif. On va vous montrer que c'est pas une insulte d'être comme ça. C'est ça. Du coup, dès le collège, t'avais conscience d'être queer? Pas conscience, genre... Là, tu vois, pas conscience. C'était pas écrit sur mon carnet. Non, c'était pas écrit. Enfin, un petit peu, mais moi je le voyais pas. Mais je sentais que j'étais un peu à côté de la plaque, que je comprenais pas trop les normes, notamment de genre. On me disait, t'es née fille, donc tu dois t'habiller comme ça. Je me souviens, je parlais fort, je marchais un peu les jambes écartées. On m'a dit, alors ça, vraiment, faut pas faire quand t'es une fille. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de parler fort et de m'asseoir les jambes écartées, quoi. Et du coup, forcément, tu vis pas mal de harcèlement parce que t'es un peu à côté de la plaque, t'es pas dans la norme, et alors pas être dans la norme, c'est un boulevard pour se moquer. Enfin, les enfants entre eux peuvent être... À cet âge-là... Ouais, puis ils reproduisent un peu ce qu'on leur apprend et ce qu'ils voient tous les jours, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup perdue. Pas perdue, enfin, c'est négatif, perdue. Mais en tout cas, j'utilisais beaucoup les jeux vidéo ou même les jeux de rôle. Alors, pas les jeux de rôle, pas BDSM, mais les jeux de rôle... safe place. Safe place. Si, on ne juge pas. Non, mais ça, c'est maintenant. Mais je veux dire, avant, c'était vraiment les jeux de rôle où on invente ensemble... avec d'autres personnes qui souvent sont un peu hors normes, on invente des mondes fantastiques. Enfin, en fait, les mondes fantastiques m'aidaient à survivre un monde réel difficile. Et surtout que moi, j'aime beaucoup les univers fantasy, science-fiction. Et il y a beaucoup d'abolition du genre. Enfin, tu vois, les aliens, ils n'ont pas de genre, forcément. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'en avais honte parce que c'était très lié à on se moquait de moi par rapport à ça. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu un truc d'enfant, quoi, ou de nerd, tu vois, genre de petit geek. Mais moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir des mondes fantastiques, quoi. Dans lesquels s'évader. Ouais, exactement. Je comprends totalement. Ouais. Comment tu
survis aux moqueries, comment tu arrives à ne pas les laisser te définir ou peut-être te donner l'envie de te conformer juste pour arrêter de les subir, quoi. Bah, j'ai fait ça pendant longtemps. Je Ah me ouais. suis conformée de ouf, ouais. Ok. Mais c'était un peu marrant parce que quand on m'a dit tu marches trop comme un garçon, tu parles trop fort comme un garçon, je me suis dit bon, bah faut que je gomme ça. Et du coup, j'ai commencé à m'habiller comme une femme, c'est-à-dire comme ma mère. Et du coup, on m'a appelée maîtresse et tout. Parce que bah oui, j'étais habillée avec des robes hyper... Enfin, je savais pas comment s'habiller. Des filles. Ouais, je sais pas, j'avais pas le code, quoi. Du coup, attends, j'ai oublié le début. Tu vois, on parlait de troubles de l'attention. Ouais, j'adore. Mais où ça nous... On me disait comment t'as fait, pour parce les que moi je moqueries pense et que tout. si je me Ouais. tapais grave des moqueries, Ouais. il y a une partie de moi qui aurait voulu me confirmer pour les faire taire, quoi. Ah ouais, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé à fond d'être une meuf cis. Donc si c'est l'inverse de trans, c'est pas du tout une insulte. Comme beaucoup de gens le pensent, cis, ça veut juste dire que t'es en accord avec ton genre, et trans, assigné à la naissance. Et trans, ça veut juste dire que t'es pas en accord avec ton genre assigné à la naissance. C'est juste de la terminologie. Et du coup, ouais, je me suis conformée de ouf pendant très très longtemps. Mais maintenant, comment j'utilise les moqueries, bah, j'en fais un spectacle. As you should. Ouais, et mon spectacle, je le vois vachement comme répondre à tous les trucs qu'on m'a dit pour rire et être là, mais c'est absurde ce que vous dites. Ouais. Et en fait, de retourner le rire pour qu'en fait, on rigole avec moi et pas contre moi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai voulu créer, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant particulièrement, c'est la phase entre les deux. C'est-à-dire comment on passe de je ferme ma gueule, j'essaye de rentrer dans les rangs parce que je vois pas tellement d'autres issues, à j'assume. Moi, je suis très admirative, tu vois. Putain, c'est bon, la 4e fois que je suis dans le podcast, je suis désolée pour les fidèles auditeurs, je radote. Mais j'ai un podcast avec marqué Unapologetic. Ouais. Parce tu veux que- dire un podcast, un tatouage? T'as un Un podcast? tatouage. Lapsus. Je révèle un prochain podcast, tu sais. Oh mon Dieu. J'ai un tatouage. J'étais là, t'as un podcast sur la côte, ça n'a aucun sens. On innove. Je te vois trop avec un QR code vers un podcast. Abonnez-vous. Ce serait pas l'endroit le plus facile à atteindre. Ouais, j'avoue. Non, j'ai un tatouage, en effet, unapologétique. Ouais. Parce que, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort et de plus beau que de ne pas s'excuser d'être qui on est. Et c'est très dur, quoi. C'est un travail de tous les jours parce que c'est pas facile et la facilité est toujours plus séduisante. Oui. Donc, ouais, comment, toi, ce travail pour être un apologétique, il commence déjà et comment il s'accentue malgré les retours de bâton que ça peut entraîner? Bah, figure-toi, je suis pile dans cette période-là d'arrêter de m'excuser. C'est assez récent. C'est ce que je dis vachement. Souvent, en ce moment, j'ai l'impression de plus transitionner maintenant que quand j'ai transitionné. Parce que je suis dans une période où vraiment je transitionne de quelqu'un qui s'excuse d'exister à quelqu'un qui a conscience de ses valeurs et qui s'assume, quoi. Mais du coup, c'est tout nouveau. Enfin, Ok. c'est venu vachement après. En fait, moi, c'était un truc de survie, d'être sur scène et tout. J'étais vraiment au pied du mur de... En fait, ça va être un peu intense, mais on est là pour ça. On est là pour ça. Mais je pense que il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, là, il y a quelque chose qui me va pas à un point où soit je crève, soit je change tout et je continue. Et par chance, j'ai rencontré le milieu queer, les bars queer, la communauté, et ça m'a sauvé la vie, quoi. M'a sauvé la vie, on m'a dit par ailleurs tu peux être qui tu veux. Là j'étais là, oh wait, j'ai plusieurs idées. Donc allons-y. Et du coup j'ai découvert le féminisme, le monde queer, le monde politique, engagé et tout. Et je me suis dit, ah bah, ma survie elle se trouve là parce qu'il y a des gens qui sont en train de se battre pour les choses pour lesquelles j'ai souffert, quoi. Et je veux participer à ce combat. Du coup ça a commencé par là. Ensuite j'étais sur scène et c'était un truc de survie d'en parler. Et il y a plein de gens qui ont suivi. Du coup j'étais ok, je suis pas tout seul. À quel âge tu rencontres ce milieu? À quel âge tu te rends compte que t'es pas seule, en fait? 23 ans. Ah oui, donc Et là, relativement tard. Ouais, hyper tard. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, en tout cas, quand j'avais 23 ans, il n'y avait pas beaucoup de représentations trans, non-binaires, ou alors des représentations plutôt tristes, dans la souffrance. Beaucoup de docu, Arte ou quoi... en mode noir et blanc, en mode depuis qu'il a transitionné. Bon. Ça donne pas envie, quoi, d'être Ouais. trans.
Et tout d'un coup, je rentre dans un bar où tout le monde a l'air heureux. Et je suis là, ah, mais on peut être C'est pas trans et heureux. antinomique. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est arrivé assez tard. Tu venais de quelle région? Moi, je viens des Yvelines, Ok, donc pas loin de Paris, pas loin de Paris. de Rambouillet. Parce que je me dis, Ouais. en plus, pour les personnes qui sont loin de Oui, la capitale, exactement. ça doit être encore plus difficile de C'est ça. trouver sa tribe, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est vraiment un autre sujet. Alors, moi, je suis pas concernée, mais être queer dans les milieux ruraux, c'est vraiment compliqué. Après, ce qu'on met pas trop en avant, c'est qu'il y a énormément d'associations et de personnes qui existent dans les milieux ruraux. Voilà, faut pas penser que la queerness, c'est que parisien ou que dans les grandes villes, pas du tout. Mm. C'est juste qu'en effet, souvent, on va dans les grandes villes parce que c'est là où la communauté est la plus visible et où on a le moins de problèmes. Mais là, je pense qu'il y a un gros mouvement qui se crée de refaire vivre la queerness dans les milieux ruraux, quoi. Ok. Et donc, toi, de tes 18 à 23 ans, ça ressemble à quoi ta vie parce que je trouve que c'est des phases hyper charnières, tu vois, Ouais. où on te demande qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux être, avec qui tu sors, etc. Ouais. Donc, comment tu la vis, cette période Pendant toute cette période, j'avais l'impression de vivre pour les autres. Tu vois, on m'a dit, bah non, mais t'es une fille, il faut te conformer, il faut que tu trouves un mec. Moi, on m'avait dit, mon goal de vie, c'était de trouver un mec. Genre, vraiment, j'ai pensé que c'était ça, mon goal de vie. Tu seras fini, entre guillemets, quand tu auras trouvé un mec et tout. Enfin, vraiment, tu sais, l'hétérosexualité compulsive, comme on Ouais. dit. Ouais. Et j'ai grave essayé de conformer à ça jusqu'au bout. Tellement au bout, j'en parle dans mon spectacle, que j'ai fait du striptease à un moment. Mm. J'ai fait du TDS et tout, donc travail du sexe. Et Parce que tu pensais que ça allait t'aider à trouver ta féminité? en fait, ouais. J'étais là, et les gens me disaient, t'arrives pas à être une meuf, t'arrives pas à être une meuf. J'étais là, vous savez quoi? Je vais faire le truc où personne peut me dire que j'arrive pas à être une meuf si je suis stripteaseuse, quoi. Tu vois. Ouais. Et j'ai essayé, j'ai réussi, c'était pas ouf. J'ai pas kiffé. Enfin, pas l'expérience de striptease en elle-même, mais le fait d'être complètement conformée à la féminité, d'y arriver et de dire, bah voilà, en fait, j'y arrive. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, cette définition de la féminité qu'on me donnait, elle a été écrite par des hommes, elle a pas été écrite par des femmes. Et que c'était que du bullshit. Enfin, vraiment, quoi. C'est un rôle qu'on joue pour les mecs, la plupart du temps, pour le plaire. regard masculin. Ouais. Pas les mecs individuellement, mais pour le regard masculin. Et du coup, toute cette période 18-23 ans, j'étais vraiment en train d'essayer cette vie qu'on m'avait dit que je devais vivre, et jusqu'à me rendre compte que ça m'allait pas du tout, quoi. Et c'est très dangereux de faire ça. C'est là où, au niveau santé mentale, ça peut te mettre dans des états hyper dissociatifs, parce que t'es quelqu'un que t'es pas. Ouais. Et sans parler de transition, hein, je pense que ce que je raconte, ça s'adapte à plein de vécus. Ne serait-ce que même un mec cis hétéro à qui on dit qu'il faut absolument que tu deviennes médecin et qui n'a pas du tout envie, bah, en fait, t'es forcément en dépression à un moment. Il y a un tu vois, désaccord interne très profond. fort. Quoi. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai grave, voilà, 18-23 ans, j'ai essayé de conformer. Et puis, je sais pas, il s'est passé un truc. Je me suis retrouvée vraiment pied au mur, pas de logement, pas de. Ah ouais. Enfin, j'allais chez mes parents, mais c'est compliqué, machin. Mm. Et pas, j'avais perdu tous mes amis d'avant parce que je sentais qu'on se Sur la séparait même longueur là-dessus et d'onde. tout. Et puis je suis rentrée dans un bar queer et on m'a dit c'est quoi tes pronoms? Et j'ai dit je sais pas. Et on m'a dit bah on va tous te les dire alors. Et j'ai dit ah, d'accord. Genre vraiment, et tout d'un coup je pouvais vraiment être qui je voulais, même en questionnement, tout le monde s'en foutait, quoi. Ah mais c'est fou. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Ouais. Ouais. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de me dire putain, mais si t'étais pas rentré dans ce bar, quoi. Ouais, je crois que ça faisait plusieurs fois que je passais devant quand même. Ouais, ok, c'était écrit, Ouais. quoi. Mais c'est pour dire que c'est hyper important. Parce que là, il y a énormément de transphobie qui monte et tout. Et le grand argument, c'est de dire que parce qu'on est de plus en plus visible, on rend les gens trans, tu vois. Oui, voilà, Pardon. merci. Qui voudrait passer par Ouais, franchement c'est tout ça. ce que vous devez avoir Ouais. à passer les. Franchement, je suis là. Essayez. Ouais, On verra après. on verra. Essayez 2 secondes. Mais, et en fait, cette visibilité-là, si on a l'impression qu'il y a plus de personnes trans, c'est juste que plus de personnes se sentent OK de faire leur coming out parce qu'il y a de la visibilité. Mais la visibilité, ça sauve. Enfin, de voir des gens De comme ouf. soi, ça sauve vraiment. Mais pour tout, dire que une meuf qui parle d'avortement, une meuf qui... Enfin, tu vois, bah, ça veut dire t'es pas tout seul. Enfin, il y a vachement de sujets où on pense qu'on est tout seul alors que pas du tout. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté le spectacle.
Quand j'ai commencé, je parlais même pas de transidentité. Je disais, je sais pas, je suis non-binaire peut-être. Et en fait, ça a ramené plein de gens d'un coup, alors qu'on m'avait dit que ça marcherait pas, quoi. Et quand j'ai vu tous les gens qui m'ont dit, nous aussi, je me suis dit, ah, mais je suis pas tout seul, quoi. Et ça m'a fait du bien. Comment tu arrives à trouver qui tu es? Parce que tu vois, c'est marrant, tu dis c'est très dangereux d'essayer de faire ce que tu as fait, à savoir se conformer à l'extrême, tu vois, Ouais. à la norme de genre. Bah, presque d'un côté, je me dis, bah, au moins, tu te rends compte de ce que t'es pas, quoi. Oui, oui. Et je trouve ça difficile de trouver qui on est, si ce n'est en trouvant qui on n'est pas. Ooh, that's deep. Ah. Joker. Est-ce que je peux faire un appel à un ami? Quand même, j'aurais voulu ne pas passer par ça. Parce que ce que je veux dire par c'est dangereux d'être quelqu'un que t'es pas, je parle surtout de mon expérience en termes de normes de genre et essayer de se conformer notamment à la féminité fort, fort, fort dans, je te dis, une définition de la féminité qui est pas la nôtre, où on te dit que ta seule valeur c'est d'être désirable, parce que c'est vraiment ça la définition de la féminité selon le regard masculin. Bah, je trouve ça dangereux parce que Ouais. t'y crois à un moment. Ouais. C'est ça que je veux dire. Après, oui, je pense que ça vaut le coup d'expérimenter plein de choses, mais que j'aurais bien voulu l'expérimenter dans un cadre beaucoup plus safe. Quoi. Ouais. C'est ça surtout qui manque. Mais Et donc, ouais, te trouver, ça se fait au fur et à mesure de rencontres, d'échanges, de... c'est ça, de voir des gens un peu comme toi qui disent des trucs où t'es là, ah, mais moi aussi! Et genre, c'est ok, c'est pas un tabou, c'est pas un big deal. Et je sais pas, expérimenter des choses. Mais moi, c'est venu. Enfin, je réfléchis. Elle est dure ta question. J'aime bien les questions. Ouais, et après, tu nous laisses galérer comme ça. Au début, en off, elle me disait, il n'y a pas de piège. Et après. Et là, en fait. Je sais pas. En tout cas, moi, l'identité, c'est une quête constante. Et je trouve que mon identité, c'est le doute. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, moi, si je pense que je sais qui je suis absolument de A à Z, ça m'inquiète très fort. Parce que je me dis, en fait, j'ai pas fini de vivre. Donc c'est trop triste si je sais déjà qui je suis. Et du coup, maintenant que j'ai accepté ce doute, bah, j'accepte aussi que c'est fluide dans mon genre. J'accepte d'être remis en question. Mais la question, et on en revient au truc de arrêter de s'excuser, c'est de pas tomber dans le trop de doute, quoi. Bah, c'est ça. C'est cet équilibre que j'essaye de trouver un peu en ce moment. Ouais. Parce que je pense que, tu sais, c'est un peu comme... c'est un peu le paradoxe des cases, tu vois. C'est que personne n'aime être mis dans une case, mais d'un autre côté, parfois, il nous faut une étiquette pour enfin se dire ah, mais ok, en fait, je suis pas tout seul. Enfin, tu vois, moi, j'y pense pour la santé mentale. Tu vois, les gens qui ont dit, bah, en fait, tu es bipolaire, tu es TDAH. Ça aide énormément à se dire, ok, en fait, c'est quelque chose qui a une existence. Mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, il faut pas que ça nous enferme, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est des mots qui, en effet, tu dis, comme tu le dis, ça aide à trouver une communauté, à trouver du sens. Moi, je trouve que par ailleurs, pour mon genre, à moi, je trouve qu'il n'y a pas de mot qui existe non-binaire. C'est vraiment par défaut que je le dis, mais j'aime pas ce mot. C'est vrai, quoi. bah invente-en un. Bah, mes roufs, qui est le titre de mon spectacle, du coup. Non, mais c'est vrai, j'essaie de... Déjà, il n'y a pas assez de mots, mais quand même, le mot non-binaire m'a permis de rencontrer la communauté non-binaire, de comprendre qu'il y avait un spectre du genre, qu'on n'était pas que femme-femme, que homme-homme, que même les femmes ont plusieurs manières d'être des femmes et les hommes ont plusieurs manières d'être des hommes, et que moi, je sais pas où je suis, mais je suis quelque part. Et le début de la question, oui, mais ça te définit pas. C'est ça, je pense, le truc, c'est que oui, je suis trans non-binaire, mais toute ma vie et mon identité ne se résume pas à être trans et non-binaire. Ouais. Mon travail, ici. Tu te définis plus par ton travail? Bah, mon travail, c'est ma vie, quoi. Ouais. Déjà, je raconte ma vie sur scène. La scène m'a permis d'assumer plus vite que j'étais une personne trans, enfin que je suis une personne trans. C'est là où j'ai rencontré mes amis. Enfin, je sais pas. Maintenant, j'essaie de me définir par d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est quand même le cœur de ma vie. Comment tu choisis de quoi tu parles sur scène? Moi, je choisis... Enfin, en tout cas pour le premier spectacle, mais de manière générale, je crois. Je choisis de parler de choses dont j'ai pas entendu parler sur scène
ou alors de manière négative. Par exemple, les sujets de mon spectacle, je parle de travail du sexe. J'avais pas entendu de sketch positif d'une personne concernée. Donc j'étais moi j'ai envie d'en parler. La transidentité, pareil, j'entendais plutôt des gens pas concernés en parler et souvent de manière maladroite, mais jamais de manière positive. Pareil pour le BDSM, donc, qui est une pratique sexuelle, bondage, domination, soumission, où les gens en parlaient de manière comme si on était tous des pervers. Et moi, je suis très proche de la communauté BDSM et c'est vraiment genre des choupinous de ouf. Et moi, je trouve ça trop drôle en plus. Enfin, on s'imagine pas du tout ça. Donc ouais, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés souvent et de les aborder de manière positive. C'est vraiment comme ça que j'écris. Ce qui fait que des fois, j'enlève des parties de mes sketchs parce que je commence à avoir des gens qui en parlent de manière positive. Ah ouais? Ouais. Moi, ça m'intéresse de bouger les lignes. De défricher. Ouais, j'aime bien. De quoi est-ce que tu trouves qu'on ne parle pas assez? D'avoir réfléchi, il y a du montage. On va couper le silence de Lou pendant 5 minutes. De quoi j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de choses de santé mentale, de genre et tout. En fait, ça dépend de où tu parles, je crois. Parce que sur scène, dans nos médias, nous, on parle de plein de choses. Mais si tu parles, par exemple, des gros médias genre BFM TV, là, je peux te faire une liste de ce dont on parle pas, tu vois. Toi, de quoi est-ce que tu aimerais qu'on te parle plus? De repos. C'est vrai? Ah ouais. Je crois que je culpabilise énormément dans le repos. Surtout quand t'es une personne visible, militante et que t'as envie de tout le temps être là, tout le temps défendre ta cause. Je trouve ça difficile de prendre des pauses. Je culpabilise toujours. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dessus, sur le repos, à quel point c'est militant aussi et tout. Ouais. Mais j'en ai un peu marre que tout soit militant dans ma vie, même ma sieste. C'est une très belle punchline. Même ma sieste est militante, quoi. Mais oui. Moi, je pense que j'ai un avis peut-être un peu différent de la norme sur ce sujet. Mais je trouve qu'en fait, ça devient une injonction aussi, quoi. Ouais. Si t'as pas envie de te reposer, t'es là, oui, on a le même âge, tu vois, on n'a même pas 30 ans. Si tu ne le subis pas et que t'aimes cette proactivité, tu te reposeras plus tard, tu vois. Après, la différence, c'est si jamais tu as l'impression que tu n'arrives pas à te reposer alors que t'aimerais. Moi, je suis plus là-dedans. Ok, je t'encourage à... Moi, je suis plutôt dans le premier cas. Mais donc, en effet, là, il faut trouver un moyen... c'est quoi, en fait? Sur quoi t'aimerais arriver à moins travailler? En tout cas, accepter le repos et que moi, dès que je me repose 2 jours, je suis là, je sais plus écrire des blagues. C'est fini, ma carrière est terminée, n'importe quoi. Alors que le repos, en plus, participe à la création. Bah oui, grave. Il faut laisser reposer et tout. Ou je sais pas, j'ai l'impression de pas être capable de pas être un adulte comme les autres. Je vois plein de gens qui se lèvent hyper tôt, qui boivent du kombucha, qui vont faire 3 heures de sport. Et moi, je me lève en mode... enfin, vraiment, en peinant à me faire un café, à sortir de chez moi, quoi. Et je me dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que je suis un adulte pas normal? Enfin, je sais pas. Est-ce que je suis un adulte fini? Fini, ouais. Le sujet de mon podcast sur France Inter, Adolescence. Ah, j'adore. Non, mais parce que c'est vrai, je trouve qu'il y a grave ce truc. Qui est tatoué sur l'autre côté. Non, j'ai... Peut-être bientôt. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette pression à être adulte sans qu'on nous ait donné de mode d'emploi pour l'être. Vraiment. Donc, quelle relation t'as avec tes parents? Est-ce qu'ils t'ont aidé à trouver... Ah ouais. On peut aussi ne pas en parler, hein. Mais moi, je trouve ça dommage. Enfin, moi, j'ai toujours été transparente sur le fait que je suis pas très proche de mes parents. Ouais. Et c'est un truc qui m'a valu beaucoup de tabous, ça ne se dit pas. Genre, t'es censé encenser tes parents. En fait, ils font du mieux qu'ils peuvent, hein, mais parfois, c'est pas ce que t'aurais aimé avoir, quoi, tu vois. Non, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est quand t'es une personne trans, on attend vraiment à ce que tes parents t'aient rejeté. Enfin, il y a un peu un fantasme de comment on grandit avec les parents quand on fait un coming out trans. Et la vérité, c'est que moi, j'ai les deux. J'ai un parent qui m'a énormément soutenu, qui continue à me soutenir et qui même milite pour les droits des personnes trans maintenant. Et un autre, devinez lequel, mon père, qui pour le coup m'a complètement renié à partir du moment où j'ai fait mon coming out et que je ne vois plus. Donc j'ai vraiment les deux. Ouais. Voilà, être non-binaire jusqu'au bout, c'est vraiment mon but. Moi, je suis dans l'équilibre. L'équilibre, toujours. Donc j'ai du coup ma mère qui me soutient énormément. Et qui a beaucoup appris, qui faisait beaucoup d'erreurs au début, mais qui ne m'a pas lâché, quoi.
Et de l'autre côté, un père pas du tout soutenant, quoi. Voire l'inverse. Comment tu réussis à accepter, surtout de la part de quelqu'un d'aussi proche, le rejet de ton existence? La thérapie? La thérapie. En vrai, concrètement, comment j'y arrive, c'est la famille choisie. Ça, c'est quelque chose de joli qu'on a dans la communauté queer. On a des familles choisies parce qu'on est beaucoup à avoir vécu du rejet familial. Malheureusement, c'est un peu commun dans nos existences queer. Alors ça s'arrange, je l'espère. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas seulement amis, on crée vraiment des systèmes de care, de soutien, je veux dire même financier. On se soutient les uns les autres, on se laissera pas dans la merde pour contrebalancer toutes ces familles qu'on n'a pas eues ou qu'on n'a pas, quoi. Et ça, la famille choisie, c'est ouf, quoi. Enfin, Ouais. moi, je suis trop contente de vivre ça, parce que ça remet un peu en perspective le fait que, sous prétexte que quelqu'un a le même sang que toi, t'es censé être proche de cette personne, alors que même les personnes qui ont le même sang que moi dans ma famille, si maintenant je continue à être en relation avec eux, c'est parce qu'ils font partie de ma famille choisie, aussi. Ouais. Mais c'est un choix conscient de qui est-ce que je veux dans ma vie, quoi. Et ça, je pense que c'était vraiment un truc trop cool. Est-ce que le risque, c'est pas d'idéaliser cette famille choisie? Oh non. Ok. Non, parce que Parce que je du me dis, coup... il y a des ouais. trahisons partout. Enfin, Ah tu oui, vois, il y non, a mais Attends, c'est pareil que toutes les familles. Ouais. On se dispute, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est là, quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'on est là et on sera toujours là les uns pour les autres. Contrairement aux darons. Et... Pardon, c'était une généralité réelle. Mais... Ok, j'arrête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je trouve que ça beau, ce sentiment de solidarité un peu à toute épreuve, quoi. Ouais. Et je pense qu'on a besoin on a besoin, peu importe de qui ça vient, on a besoin d'un amour inconditionnel. Ouais. Où on sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous, tu vois. Ouais. Je sais pas si je dirais inconditionnel, j'ai du mal avec le mot inconditionnel. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que je me dis, il faut quand même des conditions pour être aimé, mais peut-être qu'il faut que j'aille revoir ma psy, du coup. T'as vu une psy ? Beaucoup. C'est vrai ? Ah ouais, depuis très jeune. J'en ai eu plein. J'ai l'impression. C'est pas très bon signe, ça. Bah non, moi ça me. T'as pas trouvé chaussure à ton pied ou... Si, là c'est bon. Ok. Elle est trop stylée. Ok. Vraiment, elle est trop stylée. Elle me sort des punchlines. J'adore. Vraiment, mais c'est pareil, c'est toujours le truc c'est difficile de trouver des psy safe quand on est trans. Et on te renvoie toujours à la transition, quoi. Enfin, c'est un peu chiant. J'imagine. Ouais. Ouais. Mais c'est comme si on te renvoyait toujours. Genre, t'es là pour une dépression, on te dit, bah, vous avez vos règles. C'est un peu ça, t'es là, ouf. Tu vois, enfin, c'est la même chose. Ouais, bah, tout comme beaucoup encore expliquent tout par les parents. Hein. Oui. Moi, j'en ai vu des psys où c'était, mais ton père, mais ta mère. Et je suis là, hey, il y a d'autres choses. J'ai fait le deuil. Franchement, c'est pas ça. Genre, ouais. C'est ma santé mentale. C'est ça. Mais ouais, c'est peut-être plus facile, encore une fois, de vouloir mettre des étiquettes, quoi, sur... Ouais, de nous rentrer dans des histoires et des cases, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la thérapie ? Plein de choses. C'est difficile à expliquer. Ça m'a permis de perdre de l'argent. D'alléger le porte-monnaie. D'alléger le porte-monnaie. Bah, ça m'a permis notamment d'accepter que je faisais ce que je pouvais. C'est vrai, c'est un truc qu'on me rappelle souvent parce que moi je suis très dure avec moi-même. Okay. Je veux être dans la perfection, je veux que ça fonctionne, je veux travailler beaucoup et pour que tout soit parfait, quoi. Sauf que c'est impossible et du coup la thérapie m'aide vraiment à me dire genre en fait tu fais ce que tu peux. On en revient au repos, à ce truc dans genre des fois on peut juste lâcher prise, quoi. Mais ça j'apprends de ouf. C'est très dur, hein. Je suis d'accord, c'est le jour où tu trouves un peu la réponse, tu sais qui appeler. Hein. Je t'appelle. Non mais parce qu'en plus je trouve que ce qui est vraiment dur notre génération, c'est qu'on est asséné d'injonctions paradoxales. Donc c'est à la fois prends soin de toi, repose-toi, il y a pas de compétition, voilà. Et de l'autre côté, ceux qu'on récompense, c'est les 30 under 30. Ouais. Ceux qui sont valorisés, c'est ceux qui ont créé 3 boîtes à 23 ans, tu vois. Donc c'est en fait un make it make sense, parce que du coup, je trouve que c'est un peu, il y a vraiment un décalage entre ce qu'on valorise et ce qu'on nous dit de faire. Ouais, faut se reposer, mais être proactif, quoi. Ouais. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Qu'est-ce que t'admires, toi ?
Moi, qu'est-ce que j'admire chez les gens, de manière générale? Qui est-ce que t'admires? Genre, est-ce que là, t'as des personnes que t'admires parce que telle ou telle raison? J'allais dire Pedro Pascal, mais c'est Ah un ouais. petit peu... Ah, mais Mais c'est juste qu'est-ce que je rêve de le rencontrer? j'ai envie Mais il qu'il était me à Cannes en suce- plus, hein, tu sais, Ah, j'ai c'est failli le vrai rencontrer. Hein. Ouais, Avec son ouais, ouais. tank top, là. Quoi? Son, pardon. Ah ouais. Alors j'avoue, je faisais pas gaffe à C'était ça. un gay... Mais je son l'ai- tank top, En fait, je trouve que. il est beau, il c'est- est doux. Bah, et tu vois, il est unapologétique. Ouais. Il est putain d'unapologétique. Oui, c'est mais bien. d'une manière douce. En fait, c'est ça qui me change, tu vois. C'est que quand tu dis unapologétique, je vois des gens que j'admire de ouf qui sont unapologétiques mais qui ont méga confiance. Genre là, par exemple, je pense à Lala Rami, que j'adore, qui est une rappeuse trans trop stylée. Et elle est unapologétique. C'est hyper dur à dire. Ouais. Unapologetic. Mais dans une confiance que j'aurais jamais, quoi, parce que c'est pas ma personnalité. Et là, quand je vois Pedro Pascal être confiant et doux, je suis là, en fait, je suis Pedro Pascal. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, je suis son mec caché. Non, mais il est hétérosexuel. C'est le seul Et défaut. c'est toi-même qui as dit que rien Oui. n'était jamais inscrit dans le marbre. Bah, jusqu'à ce qu'il me rencontre, je pense. Non, non, mais ce que j'adore, c'est vraiment un grand défenseur des droits des personnes trans aussi. quoi. Bah voilà, et en plus, je trouve ça d'autant Ouais. plus admirable qu'en effet, de toute façon, on a besoin des hétéros qui prennent autant la parole, mais Ah il y ouais, en a de tellement peu que Ouais. lui le fasse, alors que Ouais. il n'est pas tellement concerné autour de lui, tu vois. Ouais. Je trouve que Bah, c'est... sa sœur est trans quand même. Oui, donc si. Donc je pense que, je sais que ça... Et c'est ça aussi que je veux créer vraiment dans mon spectacle. Je pense que les gens qui ont de la haine ou qui ont peur ou qui comprennent pas les personnes trans, c'est parce qu'ils pensent qu'ils en ont jamais rencontré. Alors que déjà, on ne sait pas quand on rencontre forcément une personne trans ou pas. Mais surtout moi, ce que j'ai eu dans le spectacle et ce que je pense Pedro Pascal a eu, parce qu'on est vraiment la même personne, je pense qu'avoir une sœur trans te permet de beaucoup plus comprendre qu'en fait les personnes trans sont des personnes comme les autres. Et c'est ce que j'essaye de créer dans le spectacle. Avec l'humour, on crée de l'empathie. Ouais. Et du coup, les gens sortent du spectacle et ce que je voudrais, c'est qu'ils disent « Ah, j'ai l'impression d'avoir rencontré un ami. Il s'avère que cette personne est trans. » Mais je pense vraiment que ce qui manque, c'est des ponts d'empathie. Ouais. Pour comprendre, voilà. Mais c'est... De toute façon, le but n'est pas de les comprendre, hein, mais... Ouais, ça aide, quoi. Non, mais je Ouais. parle pas de vous, je parle des personnes qui sont anti-trans. Oui. Enfin, Ouais. les transphobes, quoi. Mais Moi, parfois, j'essaye de, tu vois, me mettre dans leur tête, quoi. Ouais, pareil. J'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas... Enfin, ou alors, ma théorie, c'est que c'est des personnes qui sont tellement eux-mêmes pas sûrs de leur identité qu'ils ont du mal à voir quelqu'un en face qui l'accepte et qui l'affiche fièrement, ou quelqu'un qui aime tellement les règles et la conformité Ouais. que de voir quelqu'un sortir du rang, ça les panique, mais alors que ça les concerne même pas, hein. Mais tu vois, qu'on en vienne aux États-Unis à bannir le changement de genre, Ouais. enfin, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de... J'ai juste envie de crier, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, quoi? Bah ouais, moi ça me... Je pense que t'as raison, je pense que j'ai la même sensation de... Bah en fait les normes c'est très violent pour tout le monde. Et du coup, tu peux avoir vécu toute une vie en ayant vraiment essayé très très fort d'être un mec hyper masculin et tout d'un coup on te dit par ailleurs, tu peux vraiment être ce que tu veux. Et vraiment le mec il a non, Ça pour ça. tu dis toute cette muscu pour rien. Enfin, tu vois, et c'est insupportable je pense d'être renvoyé à ça. T'as tellement taffé pour être dans les normes et il y a des gens qui te disent pas obligé et t'es là ah non vraiment j'ai trop travaillé quoi. Et du coup je pense qu'il y a ça qui se joue comme tu dis un truc qui bouge mais je suis quand même toujours étonnée de à quel point on se concentre sur les personnes trans comme des dangers alors que vraiment je n'ai vu aucun fait divers. Enfin, ne serait-ce que Mais ça en fait c'est trouvez-moi victoire, un ouais. article de vraiment une meuf trans qui a agressé dans les toilettes, de vraiment une personne trans qui a tué des gens, par exemple, hein, tu vois. Alors que l'inverse. Alors que l'inverse, il y en a. Et du coup, moi, je trouve ça ouf que ce soit hyper concentré là-dessus. Alors, bon, il y a plein d'explications que moi, j'ai pas parce que je suis pas sociologue ou quoi, mais il y a des explications de, on est une communauté déjà mise à mal, donc c'est facile de nous taper dessus. On est précaire, donc on n'a pas beaucoup, beaucoup sont précaires, du coup on n'a pas beaucoup d'outils pour répondre aussi.
Voilà, il y a très peu de personnes trans avocates, il y a très peu de... Enfin, en fait, c'est con, mais on n'est pas aux endroits de pouvoir, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu facile de nous taper dessus, quoi. Victoire Tuaillon, que j'adore, qui est venue sur ce podcast aussi, récemment a dit sur un plateau, vraiment, elle a le don de dire les choses, était en mode, mais présidente. Et elle était là, en fait, le féminisme n'a jamais tué personne. Nah. Le masculinisme, si. Le Ouais, masculinisme tue tous les jours. Et j'étais là, mais... Et presque, ça me donne envie de débattre, tu vois, avec des personnes qui sont anti-woke. Parce que en fait, je me demande comment tu réponds à des arguments qui sont pour moi aussi puissants. Bah ouais, je sais, ce serait intéressant en vrai. Ce serait, franchement, là, ouais. Après, j'ai pas trop envie non plus de leur donner la visibilité, tu vois, c'est toujours un peu le sujet, mais bah, bon. tu leur dis, tu fais la visibilité, puis en fait, tu les floutes. En fait, tu fais le débat avec un sac sur la tête. Ouais, avec marqué, ça peut être pas mal. sac à merde. Mais tu vois, j'ai essayé de lire un livre, je suis pas du tout allée au bout. Je sais même plus comment il s'appelle, mais il y a le mot woke dedans. Parce que j'ai essayé de comprendre, tu vois. Putain, parce que écrire un bouquin dessus, le truc faisait au moins 300 pages. Je crois que je vois, j'ai plus le titre, mais ouais. Et voilà, je suis fascinée par finalement les dangers que s'inventent tant de personnes. Ouais. T'en penses quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent genre putain de woke oui, est-ce que t'as des gens qui te donnent des arguments? Mais à chaque fois, ils sont absurdes. Ouais. Moi, vraiment, le truc qu'on me demande le plus, je crois que c'est oui, mais sur une île déserte, est-ce que tu transitionnerais? Sous prétexte de je transitionne parce qu'on est dans une société et en fait, ça n'existe pas dans la nature. Et en fait, sur une île déserte, non, je transitionne pas parce qu'il n'y a pas de chirurgien, donc j'évite. À chaque fois, je réponds des trucs absurdes. Parce que surtout que sur l'île déserte, je pense qu'il n'y a pas de notion de genre, donc en fait, t'aurais même pas ce problème. Voilà, en fait, c'est absurde. Enfin, on me renvoie souvent à ça. J'ai peu d'arguments très concrets. Enfin, en général, j'arrive très vite à les débunker. Je crois qu'après une de mes scènes, on m'a dit mais pourquoi t'en parles sur scène? Pourquoi est-ce que tu penses pas que le fait d'en parler sur scène, ça crée plus de problèmes que si t'en parlais pas? J'étais quoi? Les problèmes existaient avant que ne parlons pas de la scène. guerre, du coup, peut-être que la guerre va disparaître. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, ce que je leur réponds, c'est moi, ce qui me semble ouf, c'est que, tu vois, ce truc de, il y a pas de, c'est pas les personnes trans qui sont en train de bombarder des pays, c'est pas, tu vois, eux, ils ont des bombes, on a des pronoms, et les gens sont là, mais vous êtes en train de nous menacer avec vos pronoms, et c'est pas très dangereux par ailleurs, vous pouvez vous défendre très facilement. Mais c'est une guerre idéologique, quoi, pour le coup. C'est vrai. Mais dans laquelle nous, on n'a pas du tout envie d'être, parce que pour nous, c'est pas de l'idéologie, c'est nos identités, c'est nos vies. Et on doit transformer ces vies-là en identité. Moi, si je dis, on me demande souvent pourquoi tu dis tout le temps trans, c'est parce que tant qu'on continue à ne me voir que par ce biais-là, je continuerai à me le réapproprier. Enfin, tu vois, c'est pour ça que j'en parle autant. Ouais. Et du coup, oui, je rends mon identité politique et ça ressemble à une idéologie. Mais je n'ai pas le choix pour survivre et pour faire valoir ma cause. Parce qu'on est toujours dans un monde où s'il y a quelqu'un qui est perçu comme un mec mais une robe, il se fait taper dans la rue. Et du coup, oui, on politise nos identités. C'est vraiment des questions de survie, quoi. Ouais. C'est pour ça que ça m'énerve aussi les humoristes qui des fois font des blagues transphobes et qui sont là, oh, mais... Et je comprends, c'est chiant de devoir faire attention à tout et tout, mais c'est juste que les gens ne se rendent pas compte que c'est faire des blagues sur des minorités qui sont en train de mourir, enfin concrètement c'est ça qui se passe, pour leur identité, c'est grave en fait. Ça normalise le fait de continuer à tabasser et tuer ces personnes. Enfin, on parle de vie concrète, quoi. C'est ça la différence sur cette question de on peut plus rien dire. C'est ok, ta blague, est-ce qu'elle participe à faire que des personnes soient blessées, tuées pour leur identité? Si oui, ne la fais pas. Enfin, pour moi, c'est évident. Mais... Il y a plein d'autres choses drôles à dire. Enfin, ouais. J'en ai la preuve. Oui. Non, et puis moi, je trouve ça plus intéressant de parler de soi, de partir de soi et tout. Je trouve que je comprends pas pourquoi parle d'un sujet qui te concerne pas, quoi. Est-ce que t'as peur à un moment de plus avoir forcément à dire? Oh non. Malheureusement. Ce rire sera le jingle de ce podcast. Non.
moi, je suis très content de ce spectacle. Je suis très content de à quel point ça fonctionne, à quel point ça fait bouger les choses et tout. Mais j'ai aussi hâte de parler d'autres choses que du fait d'être trans. Parce que c'est pas la seule chose qui me définit. Mais non, j'ai plein de trucs à dire, même sur le sujet de la transidentité, du striptease ou même du BDSM dont je parle dans mon spectacle. Je pense que je pourrais aller encore plus loin. Enfin, comme on est à l'aube de parler de ces sujets dans les médias mainstream et tout, il y a énormément de choses à dire. On est à la surface, là. Mon spectacle, ça reste... je suis trop content, mais ça reste de la surface. Pas de la surface en mode... c'est superficiel. C'est pas superficiel, non. mais c'est juste... Tu testes aussi ce qui voilà. peut être dit, parce que en mais plus, c'est la partie visible de l'iceberg de la transidentité même. Et après, non, je pense que vraiment, j'aurais toujours plein de trucs à dire. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? Sous l'eau que tu peux nous dire ? Je peux pas trop le dire. Pourquoi ? Parce que c'est en test. Mais disons... Je peux te dire une phrase globale. Non, t'aimes pas les phrases globales. Non, mais en fait, je serais curieuse de savoir ce que tu t'es pas forcément pour l'instant autorisé à dire dans le spectacle, mais qui viendra dans un prochain. Et comme on est là pour le teaser et donner envie d'aller le voir, tu vois, est-ce qu'il y a des sujets où tu t'es dit dans le premier, peut-être trop tôt, mais que là tu te dis franchement ça fait partie de la face cachée de l'iceberg. Mais moi j'ai envie qu'on en parle parce qu'en fait... c'est comme ça qu'on fait bouger les choses aussi, quoi. Ouais, y a plein de trucs. C'est vraiment un travail, du coup. Mais moi, il y a plusieurs choses. Il y a 2 choses, je crois, dont je peux te dire. J'ai hyper envie de plus parler de mon identité PD, que j'ai découvert il y a pas longtemps et tout. Enfin, tu vois, quand je dis que l'identité avance et tout. PD, pour moi, c'est... J'utilise volontairement ce mot-là parce qu'encore une fois, c'est une réappropriation des insultes qu'on nous donne. Et c'est toute une culture, c'est une expression de genre, c'est une sexualité. Enfin, c'est très, très complexe, quoi. Et j'en parle pas dans mon spectacle actuel parce que j'ai peur de perdre les gens encore plus qu'ils ne sont déjà perdus par rapport à la non-binarité. Donc, si je leur dis qu'en fait, je suis assignée femme à la naissance, que je suis un garçon qui veut rester efféminé, j'ai peur qu'il y ait une erreur 404 et que les gens partent de la salle. Donc je suis là, ok, première étape, et après j'en parlerai de tout ce monde, de découvrir ça. Et la deuxième chose, c'est que je pense que je me suis énormément retenue de parler des traumatismes que j'ai pu vivre. Alors c'est pas mon but de parler de mes traumatismes sur scène, mais je me suis retenue de parler de mes traumatismes que j'ai vécus en tant que personne perçue en tant que femme, parce que le discours transphobe n'arrête pas de dire que les personnes transmasculines comme moi, les mecs trans, ne transitionnent que parce que ce sont des femmes traumatisées. Et en fait, à ça, je leur dis, quelle femme n'est pas traumatisée ? Et en fait, elles transitionnent pas toutes. Mais c'est vraiment, on se retient de parler de santé mentale, on se retient de parler de traumatisme, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on nous dit, regardez, on avait raison, les trans sont juste des gens traumatisés et des gens qui sont malades mentaux. Et j'aimerais bien séparer tout ça. Et m'autoriser à en parler, quoi. Parce que, une femme sur 3 connaît une agression sexuelle au cours de sa vie. Et on est à 0,3% de personnes trans. Donc voilà. A priori... Math or mathing. Ouais, c'est ça. Genre, c'est juste... J'aime bien les chiffres, parce que ça permet vachement de remettre les choses en perspective. C'est ça. Et puis même penser... Enfin, vraiment, les premières victimes de la transphobie, c'est les meufs trans, qui ont la double peine de la misogynie et de la transphobie. Et pareil, penser que tu transitionnes vers la féminité que pour agresser des gens, pas du tout. Enfin, je veux dire... Ah oui, le mythe des... Elles vont aux toilettes, c'est ça pour, Oui, voilà, en plus c'est tout le temps aux toilettes. Ouais. Obsession, hein. Encore une fois, il y a plus d'hommes qui violent des femmes aux toilettes que de personnes trans qui attaquent... Mais je sais, Mais même sans dire plus que, il n'y a pas. Il n'y a pas. Genre vraiment, j'ai jamais entendu une histoire. T'as raison. Et quand tu regardes notamment un livre qui a été créé, dont j'ai pas envie de dire le nom, mais qui est complètement transphobe, écrit par 2 meufs transphobes, je pense que vous mettez... J'ai pas envie de leur faire de la pub, mais vraiment dans le livre, c'est des témoignages inventés. Ou des témoignages de personnes trans qui ont intégré la transphobie. Et genre, mais il n'y a pas de chiffres. Enfin, c'est impressionnant à quel point un livre qui a fait 18 000 ventes, enfin un truc énorme, qui est transphobe, quand tu le lis, n'est pas sourcé,
ne fait que revenir sur des idées reçues et les valider, et du coup, ça fonctionne. Et du coup, un truc à répondre à des gens anti-woke tout le temps, c'est de leur demander où est-ce que tu as entendu ça ? Quelles sont tes sources ? Et a priori, c'est là où la personne commence à perdre c'est moyen. Est-ce que là, tu pourrais nous en parler, toi, de traumatismes qui t'ont vraiment marqué quand tu étais assignée femme ? Non, pas spécifiquement, parce que je pense que je suis pile dans... Mais c'est bizarre à dire, mais c'est assez banal. C'est un peu le vécu de toute personne assignée femme ou perçue comme femme, quoi, ou femme. J'ai essayé d'être hyper inclusif et j'essaie la femme, quoi. À la fin, je dis la femme, vous voyez ce qu'on voit comme des femmes. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est... On parle de violence sexuelle, hein, pour être hyper honnête. Mais j'ai aucun intérêt à en parler concrètement de tout ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de comment ça a été pris en charge par la justice, par exemple, de comment on te fait croire que t'as cherché ce qui t'est arrivé, par exemple, des choses comme ça, et comment j'ai grave retardé ma transition parce que j'avais une psy qui me disait « Vous n'êtes pas trans, vous êtes traumatisé ». Et j'étais là, je suis les deux, en fait. Laissez-moi tranquille. Donc c'est plutôt le fonctionnement, mais c'est ça qui m'intéresse de manière générale, c'est les fonctionnements systémiques des oppressions et comment les débunker. Et tu vois que c'est très très facile à débunker. Le problème, c'est comment se faire écouter. Parce que tu vois, quand j'ai fait ma première chronique à France Inter il y a 3 ans maintenant, c'est la première fois que je passais sur un média mainstream où une personne trans parlait avec humour en tant que personne concernée de l'accueil des personnes trans aux Jeux Olympiques et dans le sport, alors que je suis même pas sportive du tout. Et ben en fait, ça m'a fait péter. J'ai gagné 20 000 abonnés en 2 jours, enfin, c'était impressionnant, et j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi. Et je pense vraiment que c'est parce que dès qu'on donne la parole à quelqu'un de concerné qui en parle de son point de vue, ben en fait, les gens sont là. Ah, et tout d'un coup, on comprend. Et je pense que le problème, c'est d'être écouté, quoi. Là, depuis la réélection de Trump, par exemple, je n'ai vu aucune personne trans sur des gros plateaux, même des plateaux soi-disant de gauche. En France ? T'as raison. Bah ouais. Et alors qu'on est les premiers concernés par les nouvelles lois de Trump. C'est bizarre quand même. T'inquiète, on est écouté par des médias, donc chers tous et toutes, Lou est disponible tous les lundis, toute intervention tous les jours médiatique sur le sujet. Mais t'as raison, il faut le souligner parce que... Moi j'ai remarqué ça, j'étais à... Attends, mais c'est pas normal, Il y a une forme de conformité à... Je pense que les gens veulent pas se mouiller aussi sur ce sujet-là, mais en fait, pas se mouiller, c'est se mouiller. Mais dans un sens pas de gauche. Mais ouais, c'est impressionnant à quel point on n'est pas là, quoi. Alors que les politiques actuelles nous touchent directement. Et dès qu'on entend... Enfin, voilà. Moi, je trouve ça hyper bien que... Enfin, non pas que je sois là pour donner un jugement de valeur, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens que tu parles de ces traumatismes, en fait... Parce que, en fait, c'est toujours une histoire un peu de calcul coût-avantage pour les 3 pélos qui vont te dire mais c'est donc parce que tu as vécu ça, nanana. Combien tu vas en aider qui ouais, c'est vrai, peut-être ressentent la même chose et retardent eux aussi leur transition et ont aussi l'impression que ils sont responsables de ce qui leur est arrivé. Enfin, oui, au-delà des personnes trans, mais c'est un peu un truc que j'ai mis un peu quand même dans mon premier spectacle et ça m'a grave fait plaisir. Parce que je vois que, pourtant je parle de transition, mais alors le nombre de meufs qui se reconnaissent dans ce que je dis, quand je raconte à quel point le fait d'avoir vécu la féminité jusqu'au bout a été une violence, et pas que parce que je suis trans. Parce que c'est hyper violent d'être une meuf, en fait. Et tu vois, dans le second spectacle, moi il m'arrive un truc maintenant, c'est que j'ai le corps des gens qui m'ont agressé. Et ça, c'est quelque chose de se questionner là-dessus. C'est étrange quand même. Alors, je suis pas du tout ces personnes-là, mais ça questionne beaucoup d'être là. Quelle masculinité je peux inventer qui ne me met pas dans cette case de mascu, quoi. Et de potentiel agresseur. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose dans le regard des autres ?
Dans la rue, t'as Ouais. l'impression que tu peux... Moi, je suis trop pédé hein, pour Ouais. passer pour un mec dangereux, je crois. Je fais 1m50, je marche la main comme ça. Enfin bon, non, je crois que je suis pas trop dangereux. Mais dans la communauté queer, oui, ça a changé quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que... Enfin, on acquiert en transitionnant vers la masculinité, on acquiert des privilèges, ça c'est sûr. Notamment le fait de pouvoir marcher dans la rue tranquille, beaucoup plus tranquille. Bon, après, moi, j'ai une expression de genre plutôt efféminée, donc je n'ai pas trop de privilèges. Mais quand même, mais il y a plein de nuances à mettre. Par exemple, si t'es un mec trans racisé, un mec trans noir, bah t'as beaucoup plus de problèmes avec la police que t'en avais avant en étant perçu comme une meuf noire, par exemple. Enfin, tout ça est à remettre en perspective, mais vraiment, il y a ce truc de, oui, il y a des gens de la communauté queer, mais même hors communauté queer, hein, qui pensent que sous prétexte qu'on prend de la testo, on devient hyper agressif, alors que vraiment j'attends cet effet de la testo. Je pleure toujours, je ne suis pas en colère. Il ne vient pas. Ou les gens qui pensent qu'on devient forcément problématique sous prétexte qu'on va vers la masculinité, alors qu'en fait, voilà, j'ai appris un truc récemment qui m'aide beaucoup, c'est qu'il y a une différence entre la masculinité et la virilité. La virilité, c'est une forme de masculinité sociale qui impose que la masculinité soit supérieure à la féminité. C'est ça la virilité. Moi, je suis pas dans la virilité, je suis dans la masculinité. Et la masculinité, elle peut coexister avec la féminité sans forcément qu'il y ait un rapport de force. Par contre, quand tu es dans la virilité, oui, là, tu es dans le rapport de force. Et ça m'a trop aidé de comprendre ça, parce que moi, je sais là, comment est-ce que je peux construire une masculinité qui ne va pas vers ce qui m'a, moi, fait souffrir, quoi. Et c'est en cours de réflexion, hein, mais... Je t'invite à lire le livre de la philosophe Olivia Gazali qui s'appelle Le mythe de la virilité. Oui, on en a beaucoup parlé. C'est brillant. Si tu veux, tu peux aussi écouter le podcast qu'on a fait avec elle. Oui. Mais en effet, je trouve qu'elle est... Enfin, en fait, c'est notamment un excellent livre pour se rendre compte à quel point les genres sont arbitraires. C'est ça. Et vraiment, c'est extrêmement documenté, tu vois, c'est extrêmement fast-checké. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Ça m'a beaucoup aidé, moi, pour écrire mon premier livre aussi sur le sujet. Donc, je te recommande ça. Ça m'intéressait quand tu as dit que tu t'intéresses, et ce que tu veux notamment mettre en lumière, c'est toutes les oppressions qui sont systémiques. Ouais. Est-ce que tu saurais nous dire quelle est la dernière dont tu as pris conscience ? Parce que tu vois, je me dis, est-ce que maintenant tu sais pas déjà tout ? Non, il y a plein de trucs. Comment est-ce que tu continues à apprendre sur le sujet ? Sur le sujet, sur n'importe quel sujet. Sur les oppressions systémiques et comment tu peux finalement... parce qu'en fait, tout ça, c'est... Tant que tu les as pas vues... Oui. Et c'est le problème d'ailleurs du coup de beaucoup de personnes qui sont contre, c'est que comme elles ne l'ont pas réalisé, elles ne le croient pas. Oui. Et donc c'est un peu à chaque réalisation, c'est comme un peu voilà, si nos yeux s'ouvraient en mode ah mais en fait c'est complètement un système ce délire. Oui, de ouf. Je sais plus laquelle est la... Je sais plus. Tout est tellement... Enfin, c'est le truc de l'intersectionnalité. C'est vrai que c'est vraiment très imbriqué. Hein. Mais en tout cas, moi, ce qui m'aide à comprendre et à me rendre compte d'oppressions que je ne vis pas, notamment, parce que celles que je vis, bon, je les vis, quoi, donc je suis au courant. Enfin, quoique, ça prend du temps des fois. Mais celles donc, que je vis pas, moi, c'est vraiment l'art qui m'aide à comprendre, la littérature, parce que vraiment, ça passe par les émotions. Et du coup, je trouve ça toujours plus... comment on dit pertinent, non pas pertinent. Parlant, ouais. Quand on passe par les émotions et la vie de quelqu'un et de comprendre... Enfin, tu vois, on avait une discussion qui me concernait pas, sur comment on fait, par exemple, voilà, j'ai une amie qui fait de l'humour aussi, qui s'appelle Dena, qui est belge, iranienne, lesbienne, et qui a fait un Montreux, qui a écrit lesbienne iranienne, sauf qu'en Iran, c'est interdit. Et du coup, elle a fait son Montreux, et il y avait cette question où elle en parle très très bien dans plein de podcasts et tout. Il y avait cette question de est-ce que je poste ce Montreux, parce que du coup, je peux plus revenir dans mon pays, quoi. Et ça, par exemple, c'est quand elle m'a parlé de ça, j'étais là, ah bah c'est plus une question que moi je me pose pas, j'avais même pas envisagé
la possibilité de vouloir raconter ton histoire, vouloir faire de l'art et que ça t'empêche d'aller chez toi. Enfin, ou que ça te mette en danger physique, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je vis pas et que j'ai capté grâce à Dena en rencontrant des gens. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute, pas hésiter à aller voir des pièces, des spectacles, lire des livres sur des sujets qui ne vous concernent pas. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et je parle beaucoup aux personnes concernées. Enfin, voilà, je sais pas, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire C'est quand ton anniversaire? 14 juillet. Le jour de la Sainte Camille. C'est vrai. Ma soeur jumelle s'appelle Camille. C'est, ouais, fête. Et c'est la jour nationale des non-binaires. Ah, c'est vrai? Ouais, Oh, bah, t'as bien choisi toujours. Ouais. Mais donc on a vraiment quasiment le même âge, parce que nous on est nés le 2 juillet 97. Ah, Ouais. Ah ouais. Donc si là tu pouvais revoir Lou, qui fête ses 18 ans, le 14 juillet, Ouais. on va pas faire l'année parce qu'on n'est pas là pour faire des maths. Ouais, j'y arriverai même pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Attends, c'est facile parce qu'en fait on va avoir 28 ans, donc 10 ans de moins, donc ce serait 10 ans, 2005. ah ouais, c'était il y a 10 ans, ouais. 2005, MDR, 2015. Bah, à 18 ans, je crois que c'était la pire période de ma vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais te dire qui t'aideraient? Ouais, je pense que... C'est dur. À 18 ans, je me dirais... Arrête l'école déjà, arrête d'essayer. Arrête d'essayer et que ce décalage que tu ressens où tu as l'impression que tu vas jamais avoir de communauté, d'amis et tout, c'est pas vrai, c'est juste que t'es pas encore au bon endroit. Je pense que c'est ça que je me dirais. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais à 18 ans, j'aurais été là, hein. Si je m'étais dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? Dans ma vie? Ouais. Non. Rien? Non, je suis trop content. Je sais pas, c'est la vie que j'ai. Enfin, du coup, je la questionne pas. Ouais. Et pareil, ça, c'est vraiment un truc où les gens pensent que... Pour moi, être trans, c'est pas difficile, c'est merveilleux. Je voudrais pas être quelqu'un d'autre qu'une personne trans. Ce qui est dur, c'est la transphobie. Enfin, c'est dans... Mais je voudrais vraiment pas être quelqu'un d'autre que trans. Je pense que je suis trop content d'avoir vécu cette vie perçue en tant que meuf, d'avoir exploré jusqu'au bout. J'aurais aimé l'explorer sans violence, mais ça, c'est un autre sujet. Pareil que là, maintenant, j'aimerais être trans sans violence, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et je suis très heureux, je sais pas, je trouve ça trop beau de vivre un peu deux vies, quoi, pour le coup. Et peut-être 3, on verra plus tard. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Oui, Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, qui est assez classique, mais j'avoue, ça m'a changé la vie. Tu vois, toi, ce que c'est? Non. Donc, c'est Leslie Feinberg, qui est une auteurice non-binaire, qui raconte l'histoire d'un personnage non-binaire, mais à un moment où le mot non-binaire n'existait pas. Donc, c'est un il-elle. Dans les années, si je me trompe pas, 50-60. Wow. Et c'est ouf. Déjà, c'est très, très bien écrit et c'est très prenant. Et en fait, on est dans ce monde où c'était illégal. En Occident, en tout cas. J'ai l'impression qu'on y revient, donc c'est un peu difficile de dire c'était. Mais en tout cas, dans ces premiers bars qui existaient, les répressions policières, les premières prises d'hormones, à quel point c'était dangereux parce qu'il y avait pas, c'était pas légalisé, rien du tout. Et ce personnage qui vogue dans ce il-elle et qui essaye de se trouver une place. Il y a aussi énormément d'histoires de féministes qui rejettent son identité parce qu'il passe vers l'identité masculine et toutes ces questions-là. Et surtout, c'est très bien écrit. Et notamment, il y a une scène absolument magnifique qui, moi, m'a changé ma vie et je vous spoil rien. C'est qu'à un moment, la personne fait un rêve où elle a plus ses seins, a fait sa mammectomie, sa torsoplastie, mais ne se sent ni homme ni femme et avec des gens, tous les gens qui historiquement ont fait ce chemin-là et ils sont juste heureux dans un même espace. Et ce rêve-là, moi, m'a vraiment marqué et j'étais là genre, il y a un endroit de calme et de sérénité dans la non-binarité aussi, quoi, dans ce flou-là. Ouais. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir? J'aimerais vraiment arriver à avoir plus confiance en moi. Ça, vraiment.
J'aimerais bien parce que là, à chaque fois, je croise beaucoup de gens dans la rue qui sont là, merci pour ce que vous faites. Et je suis là, pardon, merci. Et ils sont là, mais c'est trop bizarre. Enfin, parce que sur scène, c'est vraiment ma maison. Du coup, j'ai confiance sur scène. Mais dans la vie, j'apprends encore. Donc voilà, c'est vraiment mon objectif principal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide à gagner confiance en toi ? Mes amis, déjà. La thérapie, beaucoup. Et un peu genre, je sais pas, accepter, faire des choix pour moi et pas pour les autres. Voilà. Et dire mes limites. Et si c'est pas respecté, dire bye. Ça, c'est dur, ça. Toi, je suis sûre, t'es forte à ça. Oui. Ouais, j'en doute pas une seule seconde. Ouais, c'est vrai. C'est plus facile pour moi de dire. J'aimerais trop. Ouais, c'est marrant, j'en parlais aussi avec une amie en début de semaine et en fait, les personnes comme moi sont quand même moins bien perçues dans la société. Moi, je vous adore. Parce que... Vraiment, je vous regarde comme ça. Mais non, parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux vu, les gens altruistes, sensibles, qui sont dans le don de l'autre. Enfin, on a vachement valorisé ça. Ouais. Et moi, comme j'aime à dire, on ne gagne pas de points... Enfin, c'est pas plus noble de sacrifier. Enfin... Non, puis ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es égoïste que t'es pas vers les autres que tu donnes. Enfin, moi, je sais que pour me sacrifier beaucoup, en me disant comme ça, je serai une bonne personne, en fait, déjà, t'es hyper concentré sur toi parce que ta valeur dépend de à quel point t'as aidé quelqu'un ou pas. Sauf qu'il y a des gens, ils ont pas besoin d'aide, ils ont juste besoin que tu sois leur ami, quoi. Enfin, ouais. Donc, c'est un peu condescendant aussi comme positionnement, je trouve. Enfin, moi, j'ai réfléchi, j'étais là, c'est pas que valorisant d'être tout le temps tourné vers les autres. Et surtout, j'aide personne si je m'aide pas moi-même. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est une émancipation d'arriver à se dire... en fait, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et notamment, ce que j'aime beaucoup à me rappeler, c'est que c'est pas notre rôle de rendre les gens confortables. Oh, non, j'aimerais trop me dire ça. Mais je suis vraiment dans un entre-deux où je suis dans les... Vraiment, quand je suis dans des comédie clubs, dans des scènes, Montreux, je suis la seule personne trans. Souvent, je suis la première personne trans à exister dans ce lieu-là. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que si je suis pas sympa, toute ma commu a l'air pas sympa. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est un peu... Qui est un peu... je peux pas être totalement moi-même encore. Mais je sais pourquoi je le fais. Ouais. Voilà, c'est pour ouvrir des portes et puis on verra plus tard. Tu dois te donner encore plus parce que il y a le poids de je dois lisser ce que tu représentes. Ouais, voilà, un peu lisser les choses, être dans la pédagogie sympathique et tout, parce que sinon je sais qu'on va tout de suite nous rejeter, quoi. Mais c'est un rôle que j'accepte d'avoir et dont j'en ai conscience. Quel humoriste te fait le plus rire ? Genre si là, demain, je devais te dire, genre tu peux déjeuner avec telle personne et t'as envie de te taper des barres de ouf. Moi, c'est James Acaster. Pas très connu. Non, tu sais, je suis là, genre, sourire de politesse. Ouais. All right. James Acaster, c'est un stand-upper anglo-saxon qui fait de l'absurde. Moi, j'adore l'absurde parce que c'est pas quelque chose que je fais sur scène et du coup, je vois pas les rouages. Ouais. Et du coup, je peux grave rire et vraiment, il est politisé, mais alors, en passant par des sketchs complètement absurdes. Enfin, vraiment, James Acaster sur Netflix, c'est n'importe quoi, c'est super. Et il est vraiment genre que bête et j'adore. Mais dans le sens que j'aime trop, genre vraiment, il est insolent et tout le temps, il fait des blagues. Tu le vois en interview, il fait tout le temps des blagues. Et il rigole jamais de ses blagues. Enfin, il est très fort sur... Enfin, je sais pas. Donc, ouais, James Acaster, je pense. Mais sinon, plein de gens, en vrai. Toutes les meufs drôles, j'aime trop. C'est vrai. Ouais, mais c'est Noah qui donc, travaille avec moi sur ce podcast et qui te connaît bien, qui me disait, non, mais c'est chaud parce que c'est vrai que les meufs commencent seulement à se faire une place dans le stand-up. Et là, il y a Lou qui arrive, genre, seule personne trans. Ça doit être, tu vois, elle se demandait, ça doit pas être facile, c'est jamais facile d'être le premier, tu vois. Non, alors c'est un peu un cadeau à plein d'endroits parce que du coup, j'ai un boulevard de blagues qui n'ont pas été faites, quoi. Mais, alors, j'étais pas le premier, hein. Je suis la première personne trans visible. Ouais. Et qu'a un spectacle qui parle de transition qui fonctionne. Ouais. Enfin, replacer les trucs aussi de... Parce qu'il y avait Sonny Chan, une meuf trans, avant, mais du coup, qui arrivait à un moment où... Moi, je suis arrivée aussi à un moment... j'ai eu de la chance, quoi. Enfin, c'est le moment où on en parlait beaucoup plus de manière positive. Mais du coup, non, cette place, elle est pas facile, mais surtout, je l'avais pas prévue du tout, quoi.
J'avais pas prévu d'être trans, j'avais pas prévu de parler de ça sur scène. J'avais pas prévu que ça m'emmène à représenter quelque chose. Et du coup, ça a été un vrai apprentissage de me dire, ok, j'ai un double travail. J'ai mon travail d'humoriste et j'ai mon travail de militant, en fait. Et les deux sont inséparables, mais je pense doivent quand même être séparés. Mais dans ma vie à moi, c'est impossible. Je peux pas faire autrement que ça, quoi. Et du coup, c'est une place très privilégiée quand même, on va pas se mentir. Mais aussi, ouais, très intense. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de précédent vraiment, donc... Ouais, t'avais pas de modèle, rien Ouais. du tout. T'as peur du bad buzz ou pas? Ouais, beaucoup. Mais... Je trouve que ça nous censure tellement, cette peur-là. Parfois, j'aimerais n'en avoir rien à foutre, mais en fait, quand t'arrives à un certain stade, tu peux plus en avoir rien à foutre parce que c'est suicidaire, enfin... Ouais, après, j'ai tellement vécu de bad buzz du point de vue de l'extrême droite. Tu vois, du point de vue donc est-ce des vraiment un haters bad et buzz? tout. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, c'est Moi, pas des gens que tu essaies de convaincre dans tous les cas, tu vois. Non, non, Pour moi, non, le non. vrai bad buzz, c'est auprès de ta commu, quoi. Ouais. C'est auprès de ton audience. Bah, franchement, oui, c'est quelque chose... Mais parce que j'ai pas envie que les gens se sentent blessés, surtout. Mais je pense que c'est le jeu et que du coup, j'y répondrai en me questionnant, en reprenant les choses et en écoutant, quoi. Après... Enfin, dans notre écriture, on fait très très attention à ça, à tous les termes et tout. Enfin, c'est vraiment important que personne se sente mal en écoutant et montrer que c'est possible d'être drôle et que personne se sente mal, quoi. Mais ça peut m'arriver de faire des erreurs et dans ces cas-là, j'invite les gens à me le dire et à me faire des retours et ça a toujours été... Enfin voilà, en fait, j'ouvre la discussion tout le temps, quoi. Du coup, à partir de là, je sais pas, j'apprends. C'est ça le but de la vie. Apprendre. Apprendre. Ouais, dormir aussi. Tu vois, tu y arrives bien finalement à te reposer. Ah là là. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Noam Sainso. Tu l'as déjà eu ou pas? Non. Noam Sainso, c'est un grand pote à moi, mais aussi que je trouve absolument incroyable, qui a un spectacle qui s'appelle Makoumé Superstar. Donc c'est un mec PD martiniquais qui fait une conférence sur comment être une superstar, peu importe d'où tu viens et qui t'es. Et vraiment, il est trop fort. Je le vois de plus en plus monter. Et pour le coup, alors lui, il m'apporte un bonheur constant, que ce soit dans l'amitié ou dans son spectacle. C'est vraiment, ça fait trop du bien, quoi. Il a peur de rien. Ok. J'adore. Ah, j'aime bien. Il a peur de j'irai voir. rien. Ouais. C'est beau. Ouais, vraiment. Non, même ma mère est allée voir son spectacle et m'a appelé après en disant « Je crois que je suis une superstar, en fait. » T'es trop... Mais oui, maman. Oui, nous le savions déjà. Ouf. Oui, mais j'adore que ça lui ait procuré ça, quoi. Ouais. Donc ouais, non, je trouve que c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes. Et puis c'est pas qu'un spectacle de stand-up, c'est un spectacle... Il y a de la danse, il y a de la poésie, c'est beau à regarder. Enfin, vraiment... Alors c'est mon ami, mais je suis qu'avec des amis stars. Non, j'ai As you should. J'ai une dernière question pour toi, Lou. Oui, je suis trans. Non, à la fin du spectacle. T'as dit quoi? Oui, je suis trans. C'est ça la réponse. Ah, c'était depuis le début. J'avais un doute. Non, c'est une question, tu vas voir, qui fait réfléchir, mais qui je trouve est assez significative, même pour les invités. Si demain, tu devais partir dans un monde fantastique, tu vas rejoindre les aliens. Oui. Et pour de vrai, pour de vrai. Tu peux pas dire au revoir à tes amis, ta famille choisie, ta famille de sang. Et on peut plus retrouver ton travail sur Internet. Yeah. Mais je peux te laisser une petite feuille de papier, avec un crayon à papier. Et tu peux écrire les 3 enseignements qui te semblent les plus importants et que tu as envie de laisser en fait derrière toi pour que tout le monde s'en rappelle. Genre Bouddha trans. Ouais, Bouddha trans. qui laisse les 3... Voilà, on invente un truc. Qu'est-ce que t'écrirais? C'est quoi un enseignement? Attends. Un enseignement, par exemple, c'est... moi, il y a un enseignement que j'adore, que j'ai partagé dans mon premier livre, c'est faire de son mieux, que peut-on vraiment exiger de plus que cela? Ah ouais, mais attends, il me faut 4 heures de dissertation, non? 3 enseignements. Mais attends, il y a des gens qui ont dit genre... Hakim Jemili, il nous a dit 3 mots, genre... Non, un seul, il a dit la religion, c'est ça? La religion? Ouais, je crois qu'il a juste dit ça. Juste ce mot-là? Ouais. Ah ouais. Donc c'est libre, tu vois, mais...
Tu vois, si Pardon. parfois je dis qu'est-ce que t'aimerais écrire pour tes enfants, parce que ça permet de te rendre compte, tu vois, de l'intérêt ou de l'impact que ça peut avoir. Oui. Voilà, si jamais tu veux des enfants ou si jamais t'as des petits Bon, c'est neveux un et autre nièces. sujet, mais oui. Ah oui, mais on peut pas, en tant que personne trans, on peut pas avoir d'enfant. Bah, peut-être que d'ici là, Ouais. Ok, je mère fais porteuse genre. et tout, on sait pas, hein. Je fais genre, les législatives ont été respectées. Alors, non, premier enseignement, en vrai, je dirais que la joie est autant un droit qu'un devoir. Je dirais un truc comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment, de nous enlever la joie, de nous mettre en aberration, et en fait, être dans la joie, c'est plus politique que ce que je pensais. Sans être dans le truc over positif, mais la joie pour moi, c'est pas genre dire que tout est parfait. S'autoriser à la joie, ce serait plus ça. S'autoriser à la joie est un droit et aussi une obligation. Je dirais ça comme ça. Tout passe. Le deuxième truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, tout passe. Et en troisième, je crois que je dirais un truc, mais c'est un peu bateau, mais je dirais tu pourrais juste passer ta vie à rire avec tes amis, que ta vie serait réussie. Un truc comme ça. Moi, j'ai trop mis le truc sur genre réussir, nanana, c'est avoir une carrière et tout. Et franchement, maintenant que j'ai des amis, depuis mes 23 ans, du coup, que j'ai des amis et que je passe des moments avec eux, on rigole, je me dis, mais c'est trop ça la vie, quoi. Ouais. C'est voir des gens que t'aimes, être heureux, quoi. Donc voilà. This is the whole point. Oui. Non, c'est vrai, mais j'ai pris du temps avant de me rendre compte. Donc voilà, je crois que ce seraient les 3 trucs que je dirais. Bah, merci Lou Merci à toi. pour ce partage, pour ces rires, pour ces réflexions. Pour les personnes qui, désormais, meurent d'envie de te suivre, qui veulent aller voir ton spectacle, où est-ce qu'on les redirige ? Alors, il y a mon Instagram, Lou Trottignon, vraiment Lou, Trottignon, où il y a toutes les infos dessus. Et je rejoue à Paris d'octobre à décembre, les lundis et mardis au Théâtre Saint-Georges. Donc, il y a un beau théâtre à l'italienne. Et je joue aussi en tournée à Avignon, au Festival d'Avignon du 5 au 26 juillet, à l'Espace Roseau à 20h40, tous les jours sauf les mardis. Et à partir de septembre, on tournait à peu près dans toute la France. Et en Suisse et en Belgique. Trop bien. Merci beaucoup, Merci Lou, beaucoup, et merci à toi, pour Louise. ce que tu fais. Merci, toi aussi.